Donc, le gouvernement a nommé un BAP qui a dit « Vous faites ça tout croche, il nous faudrait une évaluation environnementale stratégique. » Et le gouvernement a dit « Très bien, ça tombe bien, on n'a pas de loi qui définit ce qu'est une évaluation environnementale stratégique. Ça nous permet donc de faire n'importe quoi et de l'appeler une évaluation environnementale stratégique. » Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Essentiellement, ici, ce sont les principes de l'OCDE sur ce que devrait être une évaluation environnementale stratégique. Et en fait, bien qu'on fasse des choses, quand je dis tout croche, j'exagère un peu, mais il y a quand même des problèmes importants avec le comité en place. Par exemple, numéro 4, toute évaluation environnementale stratégique doit être conduite de façon indépendante vis-à-vis de tout promoteur du projet. Or, sur le comité actuellement, il y a une personne de l'industrie. Il y a des personnes qui sont assez proches de l'industrie aussi sur ce comité-là. Ça veut dire que déjà, à la base, on ne respecte pas ce que devrait être une évaluation environnementale stratégique. De même, on doit absolument couvrir un large éventail de scénarios de rechange. C'est-à-dire que quand on évalue un projet, il faut regarder les projets autres qu'on pourrait faire, soit sur le même territoire, soit avec le même argent, soit avec des questions similaires. Et ça, présentement, ce n'est pas dans la mire du comité actuel. On doit aussi absolument avoir un processus itératif où, essentiellement, tout doit être ouvert. Et ça, c'est très embêtant pour des commissaires, je dois vous dire. Okay? Parce que ce qu'on demande, c'est que tout soit sur la table à tout moment, les grilles d'analyse soient sur la table, et qu'à mesure qu'on avance dans le processus, on construise un consensus. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire quand on construit un consensus? Ça veut dire que la journée où les commissaires mettent leur rapport sur la table, ils ont une grande table, ils invitent toute la presse, mais tout le monde sait ce qu'il y a dans le rapport et il n'y a personne à la conférence de presse. Et il n'y a rien de plus déprimant pour un commissaire que d'avoir personne à sa conférence de presse. Et essentiellement, c'est ça qu'on veut. Une vraie évaluation environnementale stratégique doit être construite de telle sorte qu'on a un dialogue avec la société durant tout le processus. Et ce n'est pas ça qu'on a. Donc, il me reste à peu près 2 secondes pour vous parler de la loi des mines, duquel dépend la loi sur les hydrocarbures. D'accord? Essentiellement, jusqu'à il y a à peu près 3 semaines, c'était la comparaison qui se passait entre les États-Unis et le Québec. Okay? Par exemple, des petits détails. Au Québec, les ressources minérales appartiennent à l'État. Aux États-Unis, dans la plupart des États, c'est aux propriétaires de la surface. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes propriétaire de la surface, votre premier intérêt, c'est le vôtre, celui du propriétaire. D'accord? Ce qui fait que si quelqu'un veut creuser chez vous, vous pouvez lui demander jusqu'à 28 000 $ l'hectare pour faire l'exploitation. L'exploration, c'est ce qu'on demande en Pennsylvanie. Au Québec, comme le gouvernement n'est peut-être pas un très bon fiduciaire, il va se contenter de 10 cents l'hectare. En termes de redevances même, les redevances vont aller jusqu'à 20-25 %, c'est standard en Pennsylvanie ces jours-ci. Au Québec, c'est 12 à 15 % moins tous les crédits d'impôt, etc. D'accord? Donc, si vous êtes aux États-Unis, malgré tous les problèmes environnementaux, si vous avez du gaz de schiste en dessous de chez vous, ça peut être très payant. Au Québec, même si vous étiez propriétaire, on est en termes de l'État, ce n'est pas payant du tout. Okay? On se fait vraiment voir. Mais les choses ont changé. Donc, voici le nouveau système annoncé par le gouvernement il y a 1 mois, sans discussion, sans rien. Okay? Ça fait 2 ans qu'il nous arrive avec des modifications comme ça, aucune discussion préalable, on règle le problème. Donc, on va régler le problème, par exemple, en termes de validité des permis. Donc, ce qu'on veut faire, c'est récupérer les permis pour ensuite les vendre aux enchères, comme on fait ailleurs, de manière assez intéressante. Donc, pour faire peur aux compagnies, puis aller chercher l'argent, plutôt que de leur charger 10 sous l'hectare, on va augmenter à 50 sous l'hectare. D'accord? C'est quand même pas mal. On s'approche du 28 000 $ allègrement. Okay? Et pour faire plus peur aux gens, plutôt que de calculer à l'hectare, on va calculer au kilomètre carré. Donc, plutôt que de dire on vous charge 50 cents l'hectare, on vous charge 50 $ le kilomètre carré. Ça fait beaucoup plus peur. Donc, on s'attend à avoir les compagnies qui vont délaisser leur permis d'ici 1 an ou 2 et on va être riche de permis qu'on pourra revendre à grand prix. D'accord? On est aussi en train de revoir les redevances. Donc, les redevances qui étaient à peu près 12 % maintenant vont monter jusqu'à 40 % dans le cas où on a des puits importants. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et quand on regarde ça, en fait, quand on inclut tous les taux, quand on regarde les redevances moyennes là, pour des projets moyens, on s'aperçoit donc que le Québec se trouverait dans la moyenne canadienne, en bas de l'Alberta, mais quand même dans la moyenne canadienne. C'est bon signe jusqu'à temps qu'on apprend que l'Alberta est en fait en queue de peloton au niveau mondial. D'accord? Donc, on est en queue de peloton d'une queue de peloton.
c'est déjà ça. OK? Et là, on a très bon espoir avec le nouveau régime. Donc, l'ancien régime, on voit que le gouvernement allait chercher à peu près 35 des revenus, des profits sur le gaz et le pétrole, dont on n'extrait aucun. Okay? Donc, tout ça, si on veut, c'est un exercice de style parce qu'on n'extrait rien présentement. Ça, c'est le nouveau régime. Okay? Et comme je disais, on va chercher à peu près 50 c'est l'espoir. 50 ça se compare à peu près, l'Alberta va chercher 45 présentement, 48 Ça, c'est ce qu'on va chercher dans le gaz, le pétrole dans le niveau mondial, d'accord? On est quand même un peu en dessous de l'Angola et de l'Alaska. L'Angola qui est vraiment un pays développé. En bas de la Californie également. Et nettement en dessous de la Norvège, qui, elle, va chercher 78 Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il fallait être aussi propriétaire pour participer. Un des bons côtés quand même des nouveaux régimes, c'est qu'on va augmenter considérablement les droits des permis. D'accord? Pourquoi c'est important d'augmenter les droits des permis? Parce que cette année, le gouvernement va chercher quelques centaines de milliers de dollars en droits pour les permis sur la rive sud du Saint-Laurent et a mis 6 millions de dollars de côté pour garder un œil sur les 30 puits qui ont été creusés. Donc, essentiellement, nous, on paye pour garder un œil sur des puits creusés par le privé, qui, eux, pendant ce temps-là, n'ont pas à payer, peuvent garder leur permis parce qu'on a mis un moratoire essentiellement sur le système. Donc, essentiellement, on paye très cher les quelques puits qui ont été creusés. Et l'espoir ici, c'est d'améliorer un peu le système en augmentant les droits sur différents permis. Avec l'idée, et je pense que c'est absolument là qu'il faut qu'on s'en aille, on n'y est pas encore, il faut absolument que ces permis-là puisse permettre au gouvernement d'embaucher des équipes suffisantes pour faire une supervision sans que ça nous coûte à nous comme citoyens. D'accord? On ne doit pas être obligé de payer pour faire la supervision des industries. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, le ministre a d'ailleurs un bon mot là-dessus, l'utilisateur-payeur. Ça ne marche pas seulement pour les gens qui vont visiter des parcs nationaux, ça devrait aussi fonctionner pour les gens qui font des trous à travers le Québec, le privé. Et ça, présentement, l'utilisateur-payeur n'est pas tout à fait un concept appliqué également à travers toutes les branches du gouvernement. Donc, pourquoi est-ce que j'ai parlé comme ça du pétrole? Premièrement, ce que je vous dis, c'est qu'on pourrait avoir beaucoup de pétrole, on pourrait avoir du gaz naturel. La plupart de ce pétrole-là, on ne sait pas comment l'exploiter de manière économique. Donc, arrêtons de rêver de ce côté-là. Le gaz naturel, ça pourrait être intéressant. Présentement, au prix où il est, à 4 le gigajoule, essentiellement, on ne ferait pas une scène au Québec avec l'exploitation du gaz. Donc, on n'est pas pressé, laissons-le là, il ne bougera pas. Ça fait 450 millions d'années qu'il est là. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, le régime que je viens de vous décrire s'applique aussi aux mines. Parce que ça fait longtemps qu'on nous promet un régime différent pour le pétrole, parce que toute la structure de dépenses, etc., est différente, mais on est toujours dans le régime minier. Et en fait, quand on regarde le régime minier, on s'aperçoit qu'il est aussi incohérent que le régime pétrolier, et pire encore. Et que là, on annonce des mines à travers le Québec, le plan Nord, le fameux plan Nord. Or, ces mines-là, elles ne sont pas encadrées, on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de personnel pour s'assurer qu'elles respectent les normes, qu'elles respectent l'environnement. On n'a pas de modèle économique décent parce qu'on n'a fait aucune analyse sérieuse de ce que ça serait le plan Nord. On n'a pas de chiffres pour dire si on ne mettait pas le 48 milliards de dollars qu'on prévoit mettre pour construire des barrages dans le Grand Nord, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce 48 milliards de dollars pour développer l'économie du Québec? C'est ça le concept d'ailleurs d'une évaluation environnementale stratégique. Si on en faisait une sur le plan Nord, on serait obligé de se poser ces questions-là. Les 320 millions de dollars qu'on va mettre sur la route vers le Mont Otis, est-ce que cet argent-là, si on le mettait ailleurs, dans une autre industrie, dans une autre façon au Québec, est-ce que cet argent-là rapporterait aux Québécois plus? À la fin, c'est quand même des questions importantes. Et quand je dis rapporter peut être défini dans une évaluation environnementale stratégique, dans une réflexion. Rapporter, ça ne veut pas juste dire est-ce qu'à la fin, on a plus de sous. Ça veut dire est-ce que l'environnement se porte mieux, est-ce que nos émissions de CO2 se portent mieux, etc. On a parlé tout à l'heure du diesel, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on n'a pas le choix de produire du CO2 quand on extrait du fer. Parce que le fer se forme c'est un fer oxydé. Or, pour désoxyder du fer, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit passer du CO qui va ramasser l'oxygène du fer et former du CO2. Donc, même si on était 100% électrique, on produirait
en masse de CO2 avec toute la transformation qu'on va faire. Donc, on est dans cette situation-là et je pense qu'il est urgent de réfléchir, de s'arrêter et de se poser les vraies questions. Si on veut investir tout cet argent-là, si on veut planifier pour l'avenir, quelle est la meilleure façon de le faire pour s'assurer que nos descendants, à qui ces ressources-là appartiennent, en bénéficient, parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis eux, et puis qu'on puisse en sortir gagnant dans 10, 15, 20, 25 ans. Donc là-dessus, je vous remercie.